Voilà, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Je voudrais remercier tout particulièrement Inès Grégoire. Inès, elle est à l'entrée, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle travaille aussi dans le pôle administratif de Milleforme et elle a une compétence merveilleuse, des études qui lui ont permis de pouvoir réaliser ses films en vidéo. Elle était évidemment l'observatrice née de vos métiers, si vous êtes médiateur, et elle a su accueillir ces paroles avec beaucoup de naturel et de simplicité, ce qui est rare. Merci beaucoup Inès et bravo pour ce travail qui nous plonge dans le bain de notre sujet cet après-midi. Mais pour inaugurer notre après-midi rencontre, #3, je vous propose d'accueillir tout de suite Isabelle Laveste, qui est l'adjointe au maire de Clermont-Ferrand et qui est chargée de la politique culturelle. Isabelle Laveste. Merci Nathalie, merci à tous. J'espère qu'on va rester dans le naturel et la simplicité. En tout cas, c'est l'esprit. Mais j'avais vraiment à cœur de vous accueillir. On est évidemment très fiers de mettre en place ces rencontres parce que Milleforme, vous l'aurez compris, c'est un outil dont on est très fiers. Mais c'est aussi un outil qui doit diffuser, qui doit être dans le partage, qui doit être dans le retour d'expérience. Et c'est un peu l'esprit de ces rencontres. Donc je vais laisser les spécialistes qui travaillent à Milleforme et les spécialistes du plateau évidemment intervenir et donner leur avis. Je voudrais juste peut-être repositionner un peu l'idée des politiques culturelles ici à Clermont-Ferrand, puisque du coup c'est de ça que je suis en charge. Et un outil comme Milleforme, il n'arrive pas par hasard d'une bonne idée en disant « Tiens, ce serait chouette d'avoir un centre d'art pour les 0-6 ans ». Mais il arrive déjà d'un projet politique qui a toujours placé l'enfance au cœur. C'est-à-dire que la ville à hauteur d'enfant, c'était déjà pour nous un sujet. Moi, je suis arrivée à la culture en 2014, donc c'est un deuxième mandat pour moi en tant qu'adjointe et vice-présidente, et il y a eu tout un travail de fait, effectivement, autour de l'enfance. Alors, je vous passe les étapes des états généraux de la culture qui avaient déjà fait remonter cette demande très fortement, et en fait, politiquement, on travaille sur ce que sont nos compétences. Effectivement, une ville est en compétence sur l'enfant de la maternelle à la fin du CM2. Donc, on a mis en place déjà des choses très structurantes et assez remarquées autour des parcours culturels. L'idée pour nous était de travailler avec les grands opérateurs du territoire, à la fois les grandes structures et les grandes maisons que sont une scène nationale par exemple, les grands opérateurs, un orchestre d'Auvergne, un centre lyrique, les grands festivals, je pense au festival du court-métrage, je pense au festival du carnet de voyage, et de travailler intelligemment avec ces structures, de travailler avec les scolaires, de travailler avec l'éducation nationale, pour créer de vrais parcours et de vraies rencontres sur des thématiques. En gros, 5 thématiques: musique, danse, patrimoine, architecture. Voilà, aujourd'hui on va par exemple vers la culture scientifique, enfin on élargit, et l'idée c'était effectivement de mettre la médiation au cœur de ces aventures pour les enfants, parce que c'est toujours facile d'amener les enfants au musée, on l'a tous fait nous-mêmes, d'aller au musée, à la bibliothèque, mais d'avoir un vrai projet pédagogique construit avec les professeurs. Et l'idée étant de dire, un enfant qui va commencer son parcours au CP va, d'ici le CM2, avoir croisé à la fois toutes les disciplines, avoir croisé aussi les grands équipements, et ce sera constitué, j'allais dire, une petite compétence là autour de la culture, en connaissant sa ville, en connaissant les grands événements. Ça, on l'a fait avec un véritable succès, ça se poursuit, mais on veut toujours plus. Et effectivement, les maternelles, par exemple, n'étaient pas concernées, ne le sont toujours pas par les parcours. On a des intervenants musiciens en milieu scolaire, on est une des rares villes en France à les maintenir, mais qui n'allaient pas en maternelle, d'ailleurs à leur propre demande, m'expliquant qu'un enfant de moins de 6 ans n'était pas suffisamment cortiqué, enfin je vais le dire comme ça sans vouloir être méchante, pour pouvoir avoir une première initiation à la musique. Évidemment, on y a remédié, hein. Donc les grandes sections de maternelle aujourd'hui ont ces musiciens intervenants et on va sans doute élargir. Et donc l'idée du maire Olivier Bianchi, assez géniale, était de dire comment on conforte cette tranche d'âge qu'on aurait pu commencer à 3 ans, mais non, le pari a été pris de partir sur les 0-6 ans. Évidemment, vous connaissez maintenant l'histoire de Milleforme avec le Centre Pompidou, avec qui on a co-construit ce projet et qui fait l'objet de ces rencontres aujourd'hui.
L'idée étant de dire maintenant, on a effectivement un outil pour les 0-6, on a toute la scolarité un peu balisée dans le schéma culturel jusqu'au CM2. Je travaille, moi, sur ce mandat, beaucoup sur l'adolescence, et l'adolescence est un autre sujet, mais qu'on connaît bien à mille formes aussi, puisque les mamans qui viennent ont des bébés, mais ont aussi des fratries, des grands, et je pense à l'association des pâtes au beurre dont on discutait tout à l'heure avec Nathalie, et la chance qu'on a d'avoir ces spécialistes de ces questions de l'enfance au sens large et de l'adolescence en particulier. Histoire de se dire que oui, c'est pas des one-shot sur, j'allais dire, un exercice politique, mais c'est bien une politique qui se structure et qui va accompagner l'enfance, la petite enfance, l'adolescence. Et puis la suite pour après. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis très heureuse que vous soyez là. On connaît maintenant un petit peu de monde. Les équipes de la direction de la culture sont là aussi représentées, je les remercie. J'excuse ma collègue Cécile Audet, qui est ma collègue élue à l'enfance et la petite enfance, qui pouvait pas être là, mais qui suit le projet Mille Formes de très près. Et puis je vous souhaite de très bonnes rencontres, tous ensemble, 3. Merci à vous et merci Nathalie, je vous passe le relais. Ouais, merci Isabelle, merci beaucoup de votre accueil. Ben oui, parce que l'air de rien, ça fait 3 ans et chaque année se suit et ne se ressemble pas. On s'était retrouvés l'année dernière un peu masqués, mais tellement contents de se retrouver effectivement ensemble. C'est assez intéressant de voir à quel point ce mot qui a été choisi il y a 3 ans, qu'on pourrait trouver peut-être éventuellement un peu désuet, a de plus en plus de sens. Vivre ensemble, être ensemble, c'est le projet même de Mille Formes avec nos singularités, c'est-à-dire faire police, faire cité, faire politique. Et Mille Formes, c'est effectivement se rencontrer. Et alors, il y a toujours, vous savez, le pronominal devant. Vous pouvez décliner sans aucun problème, rencontrer, se rencontrer, voir, se voir. Voir l'enfant, mais se voir en tant que parent, voir une œuvre et voir les réactions devant cette œuvre. À chaque fois, c'est effectivement découvrir un artiste, une démarche, se découvrir dans ses réactions, découvrir les réactions de l'enfant. Mille Formes, c'est ce qu'elle propose dans sa structure même, dans sa façon d'être. Et aujourd'hui, on a décidé de se consacrer, qui est un point d'orgue, si vous voulez, je veux pas dire retour sur image, parce que c'est une structure qui ne cesse d'avancer, mais dans ce cheminement, cheminer ensemble, c'est nécessaire de temps en temps de faire des pauses pour savoir où on en est, vers quoi on veut aller, et c'est la proposition qui vous est faite cet après-midi. Donc on va entrer sur le sujet de la médiation. On va avoir 3 temps. Vous savez, on a effectivement nos spécialistes qui vivent chacun dans leur métier, dans leur structure, dans leur territoire, avec leur public, ces expériences de médiation. Donc, on va commencer sur le thème de la médiation, et c'est possible. C'est-à-dire que la médiation d'il y a encore 4 ans, 5 ans, n'a plus rien à voir avec la médiation d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui vit et qui se vit là aussi. Donc on va faire un point sur avec nos 2 spécialistes. Ensuite, on verra la médiation et ses pratiques avec des chercheurs, entre autres, et aussi une vision parisienne d'un grand musée qui se lance et qui réfléchit et qui n'est pas forcément plus à l'avance que Mille Formes ou certaines grandes structures dans les grandes régions de France. Et ensuite, on ira écouter ce trio, alors parfois c'est bien plus qu'un trio, c'est-à-dire une œuvre, un artiste, des enfants, des familles, comment ça fonctionne, comment chacun trouve sa place, et peut-être comment chacun se nourrit, là aussi, nourrir l'autre, mais aussi se nourrir. Le principe, c'est qu'on va faire des tables rondes ici, on prend un temps avec vous de discussion, d'échange, je suis sûre que vous aurez des idées aussi à nous apporter dans ce qui va être dit, donc ce sera votre temps d'échange. Petite pause derrière, pause pipi, café, clope, ce que vous voulez, même si on n'a plus le droit de dire ça. Dire ça, je prends la liberté. Et puis on se retrouve, 2e et 3e table ronde. Ça va ? Ok, alors on attaque tout de suite. Et je vous propose d'accueillir Anne-Sophie Grassin et Delphine Audouin. Alors, venez là.
Voilà, on peut les applaudir. Elles commencent. Alors, simplement vous dire qu'on devait aussi accueillir quelqu'un qui nous venait de Suisse, qui dirige la Maison de la Créativité, qui s'appelle Marie-Jeanne Maître, et qui malheureusement est malade. Alors en ce moment, il vaut mieux être prudent par rapport à ça. Mais on va très bien se débrouiller. En tout cas, je vous invite à aller voir sur Internet la Maison de la Créativité à Genève, hein, c'est ça. Très intéressante, avec des structures en extérieur et une très jolie réflexion sur la créativité comme compétence aussi. C'est assez intéressant. Merci à toutes les deux d'être là. Donc, la médiation, et c'est possible. On va commencer avec vous, Anne-Sophie. Alors, vous êtes chef adjointe du service culturel et de la politique des publics au musée de Cluny. On est à Paris, là, et vous êtes lauréate 2021 du prix pour les meilleures pratiques en médiation. On est trop honorés que vous soyez là. Et c'est justement assez intéressant parce qu'à la fois vous réfléchissez sans cesse et vous faites partie de l'ICOM, donc vous faites partie d'un groupe de réflexion. Et il y a une mise en action au musée Cluny derrière ces réflexions collectives et individuelles. Donc, d'abord la médiation. Je disais tout à l'heure, voilà, la médiation, elle évolue sans cesse. Vous parlez de médiation sensible. Voilà, quelle est cette idée et pourquoi vous en êtes venu là à travailler la médiation? Ça doit plus être comme avant. Eh bien, bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire combien moi aussi je suis ravie de faire corps, d'être ensemble, d'être là aujourd'hui. Et puis, effectivement, pour vous parler de médiation sensible. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint est prêt. Alors, il est prêt normalement et vous avez la zapette, donc tout va bien. Vous avez la main. Je fais ça. Voilà. Je fais ça, super. Ça, c'est vous. Très bien, c'est nous. Alors, pour parler de la médiation sensible, je vais commencer par un petit peu contextualiser tout ça. Il faut savoir que, et on le vit ensemble d'ailleurs, dans les musées et centres d'art du monde entier, on mesure tous, chaque jour, les effets d'une crise de l'attention, une crise de la sensibilité aux œuvres d'art, celle qui fait en fait qu'on passe plus que 5 secondes devant les œuvres et que l'art finalement ne s'éprouve plus pleinement. Donc, en général, je vous coupe, on a un casque sur les oreilles, parfois. On avance à toute allure et on a quelque chose sur les oreilles, on nous balance du contenu. On veut aller vite, on veut... Ouais. Voilà. Donc l'art ne s'éprouve plus pleinement, il se consomme souvent vite. Et tout ça entraîne une forme de perte de sens. Alors, on discutait tout à l'heure, et on évoquait d'ailleurs Sophie Marinopoulos, que vous connaissez bien, qui parle d'ailleurs de malnutrition culturelle. Donc, du côté des musées, du côté des centres d'art, il y a urgence à renourrir, quelque part, les publics, et les tout-petits en particulier. Et parce que la culture est au cœur de l'accompagnement du lien parent-enfant, on a donc plus que jamais besoin de rencontres, besoin des musées, pour renouveler le paradigme relationnel à l'œuvre, au lieu et à soi et aux autres d'ailleurs. Et au musée, enfin, du moins celui que je représente, le musée de Cluny, qui est le musée national du Moyen-Âge à Paris, nous confrontons donc des œuvres anciennes, puissantes, foisonnantes, parfois même un peu complexes d'ailleurs, et des visiteurs pluriels et tout aussi complexes dans ce qui les caractérise. Donc entre ces deux entités-là, que sont les publics d'un côté, les œuvres de l'autre, eh bien, nous avons la médiation culturelle, cette discipline, ce métier essentiel qui invente les formes et les adresses entre les publics et les œuvres, qui imagine les ponts à créer pour lier ces deux instances et permettre donc in fine de favoriser une rencontre individuante à l'œuvre pour retrouver justement cette part de sens perdue dans ce contexte de crise, une crise aux multiples facettes, crise environnementale, sociétale, économique, on l'a dit. Donc les mots sont importants. Et il ne s'agit pas d'animation, mais bien de médiation, c'est-à-dire que nous concevons des dispositifs de différentes natures qui doivent permettre cette rencontre et cette compréhension aux œuvres exposées. Donc on parle de création de sens, et le mot sens est lui-même polysémique d'ailleurs, voilà, on l'entend comme un espace, un lieu de découverte, d'interprétation, de compréhension, de recréation, de savoir.
Donc la médiation, et je réponds à votre question, en laquelle je crois, elle est d'abord inclusive et sensible pour pouvoir s'offrir à tous, et finalement devenir une forme d'antidote qui permet de recréer du sens et du lien face aux œuvres. Donc je défends au musée de Cluny et au sein de l'ICOM, le Conseil international des musées, la médiation sensible, qui est un champ qui implique un décloisonnement des approches, une diversification des formats et une forme de cognition incarnée. On va y revenir de tout ce que cela veut bien dire. Oui, parce que j'entends beaucoup de sens, donc j'allais vous dire, mais c'est pas que de l'intellectuel, c'est ce que vous voulez dire. Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être tout sauf ça, et en même temps, c'est peut-être un complément. L'idée n'est pas de se dire tout sauf ça non plus de manière radicale et de remplacer la stricte aspect cognitif pour aborder les œuvres par exemple sensoriel, mais bien au contraire, mais je vais y revenir, de prendre appui sur tout ce qui nous constitue, nous visiteurs de musées, c'est-à-dire, certes, on a un cerveau pensant, on a un cerveau qui est là pour faire du sens et recréer du sens, mais on a aussi un corps, des émotions, un imaginaire qui demande qu'à se réinventer, des sens internes, des sens externes, mais on va y revenir. Ouais. Comment on fait pour mettre en œuvre ça? Parce que donc il y a une réflexion qui est théorique, hein. Enfin, vous vous retrouvez, vous discutez. Vous avez l'air de dire que c'est une avancée mondiale. Partout, on réfléchit à ça. Comment ça se diffuse? Comment ça se transforme? Comment ça se concrétise? Eh bien, pour ça, il faut des projets et puis un socle théorique, certes, pour savoir de quoi on parle et d'où on part aussi. Et puis, pour réinventer donc, ce fameux lien entre les œuvres et les publics. D'accord. Qu'est-ce qui fondamentalement change, justement, dans la médiation? Vous dites faire appel au corps, pas uniquement à l'état d'esprit. Et quoi d'autre? Là, je vous entendais dire tout à l'heure, attention, la médiation, c'est pas de l'animation. Oui. Et moi, j'ai pourtant entendu des médiateurs me dire, moi, j'estime que c'est un mot qui me va bien, parce que c'est maître de l'âme. Tout à fait, c'est le sens animus, c'est le sens premier du terme. Et pour vous, ça n'est pas ça? Sans doute que la médiation implique de fait une animation, ça c'est évident, c'est vrai, mais c'est surtout le lien à l'œuvre qui doit être augmenté, qui doit être le support de projet. C'est lui l'axe principal. C'est ça, le paradigme. Alors on va rentrer avec vous dans votre PowerPoint. Je vais vous laisser défiler. Je vous ai prévu un petit PowerPoint histoire d'être clair, mais je vois que tout est dans le bon, c'est pas grave. Si, ça doit aller. Vous êtes dans l'image. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Ninon? Je pense que voilà. Alors l'image d'après, peut-être que Ninon peut le. Voilà. Il faut y aller doucement. Ça, c'est des belles images de Cluny. Et tout à fait. On voit justement ici des parents devant des œuvres. Vous les découvrez. Slide d'après, peut-être. Oui, voilà. Allez-y. En fait, je pense que il vaut mieux vous tourner, oui. Sinon, Ninon peut le faire pour vous, elle peut vous suivre. Ninon est là? Oui, c'est ça. Non, mais en fait, voilà, donc le prisme par lequel j'interviens aujourd'hui, qui est celui que je développe, est celui d'une médiation sensible, on l'a dit. Oui. Et c'est le moment sans doute d'évoquer le GIS, le groupe d'intérêt spécial médiation sensible, de remercier au passage Sarah Matera, qui fait partie de ce groupe d'intérêt spécial, de même que Marion Bouteiller, qui nous fait aussi l'honneur d'être là aujourd'hui et qui représente le musée Fabry, qui fait partie du GIS médiation sensible au sein de l'ICOM. L'idée étant de définir ce fameux champ. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, notre fameux groupe a défini un certain nombre de points. Il y en a 4 et je vous propose cette petite percée théorique là, vite fait pour bien baliser les choses et puis ensuite prendre appui sur un exemple du musée de Cluny pour les 0-3 ans. Voilà le programme pour ma part. Donc la médiation sensible, donc là il y a 4 points. Le premier est celui-là, c'est l'idée d'être au service d'une rencontre individuante à l'œuvre. Donc individuante, qu'est-ce qu'on veut bien dire par là? Eh bien c'est l'idée que c'est de désigner une rencontre qui permette une découverte de soi à partir d'éléments faisant sens de manière globale. La médiation sensible, elle prend appui sur une cognition incarnée, on l'a dit, pour reprendre ce que d'autres ont dit, Francisco Varela par exemple, et c'est en fait la connaissance de l'œuvre qui s'éprouve, qui passe par tout ce qui fait l'individu, c'est donc le corps pensant. La médiation sensible, elle considère donc l'individu dans sa globalité d'être humain, capable d'éprouver une œuvre, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement par l'intellect, mais aussi par son fonctionnement affectif, c'est-à-dire ses émotions, son corps, son imaginaire.
Et puis, multipliant donc les approches et les registres, parce qu'elle ne fait pas appel qu'au cognitif justement, cette médiation sensible, potentiellement, elle augmente les capacités d'interprétation des œuvres. Donc, pour en résumer, le dire plus simplement, l'œuvre abordée est à la fois le point de départ d'une connaissance qui s'éprouve, mais également un point d'arrivée avec une compréhension globale et potentiellement augmentée. Et puis, dernier point de cette définition de la médiation sensible, accessoirement, l'approche sensorielle dont on parle tant en ce moment, les sens sont quelque part très à la mode, et bien, dans cette définition, il faut savoir que le sensoriel n'est qu'une partie du sensible, puisqu'on a évoqué le corps, les émotions, les sens. Et voilà, c'est à peu près ça le cadre théorique. Donc maintenant, si vous le voulez bien, je peux vous parler de la toute petite enfance, vous le disiez Nathalie, au musée de Cluny, à travers un exemple qui s'appelle les balades sensibles. On va regarder ces balades. Donc le musée de Cluny. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est au départ un musée national consacré donc au Moyen-Âge qui a été fermé pendant très très longtemps. Les premiers travaux ont commencé en 2015. Il a été fermé d'abord partiellement et puis totalement pendant 2 ans, de 2020 à 2022. Vous allez me dire, il y a eu le Covid entre les deux. Enfin quand même. De notre côté, l'idée était de se dire qu'est-ce qu'on invente, comment on repense les dispositifs, parce qu'une structure, quelle qu'elle soit, qui ne repense pas ces dispositifs, qui ne les renouvelle pas, est une structure qui ferme, qui meurt, et on avait à cœur de rouvrir. La médiation, ça se pratique au temps contemporain, plus que jamais. Il faut rester très au fait de ce qui se passe dans la société. Donc prendre appui sur cette crise de la sensibilité aux œuvres d'art, justement, et de se dire comment on peut renourrir ce lien aux œuvres. Et l'idée étant de commencer par les plus jeunes, puisque plus que jamais on a besoin d'art, plus que jamais on a besoin de choc esthétique pour redonner du sens justement à nos trajectoires. Et reprendre sans doute de la place par rapport aux écrans qui arrivent très jeunes aussi. Je ne veux pas faire... Non, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais non, mais il y a de bons une exemples autre offre. Partout. Et voilà, et l'idée est de se dire, comment être plus attentif, comment faire plus de sens et mieux saisir le monde tel qu'il s'offre. Et c'est vrai que, je le disais, l'art médiéval n'est pas forcément évident, donc comment on organise cette rencontre à l'art. Et en plus, avec des publics, à soi-même, et avec des publics qui sont quand même entre 0 et 3 ans, très différents, entre un bébé qui ne marche pas, qui ne parle pas, et puis un jeune enfant qui est en train de grandir. C'est ça, exactement. Puis les enfants d'aujourd'hui sont peut-être pas ceux d'hier non plus. Tout bouge tout le temps, donc on est obligé de se re-questionner et d'inventer. Alors comment vous avez pensé ça ? Comment ça se traduit concrètement ? Eh bien justement, le point de départ, ça a été donc cette crise de l'attention, et puis de se dire, mais il faut peut-être un souffle nouveau du côté du musée de Cluny, que ce souffle, il faut peut-être aller le chercher du côté des artistes. C'est-à-dire qu'on avait déjà des artistes qui venaient pour, oui certes, et qui viennent toujours pour faire un concert. Le musée sert d'écrin, et je le comprends parce qu'il est très très inspirant. Pour le dire très rapidement, le musée de Cluny, c'est les termes antiques de Lutèce, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis c'est aussi l'hôtel des abbés de Cluny, on est dans un hôtel particulier du 15e siècle, donc le bâtiment fait œuvre, il est inspirant. Mais nous, l'idée, c'était de se dire, dans les dispositifs de médiation pour permettre la rencontre entre les publics dans leur diversité, leur complexité et les œuvres, eh bien peut-être qu'il y a une recréation possible. L'idée étant de se servir, de travailler avec les artistes pour que le lien à l'œuvre soit différent, plus profond peut-être, et en tout cas sensible, utilisant tout ce qui fait la dimension holistique du visiteur, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec. Donc pour le coup, l'artiste devenant médiateur, venant de l'extérieur et devenant médiateur de vos œuvres. Alors l'artiste reste dans son rôle d'artiste, mais il est intéressant de se dire que la médiation sensible peut questionner aussi le rôle du visiteur qui est plus actif, qui participe peut-être davantage ou en tout cas autrement, de manière évidente. L'artiste, lui, est dans une création, mais une création qui est aussi un dispositif de médiation, donc vient faire médiation. Et puis, c'est vrai que ça vient aussi questionner le rôle du médiateur, parce que s'il n'y a plus de médiateur, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'était les objectifs. Voilà. Et donc, oui, concrètement, donc on a parlé effectivement des 0-3 ans, c'est ce que vous disiez. Voilà. Et à chaque fois, vous avez une approche différente.
voilà. qui est proposé. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, je pourrais vous citer avec plaisir celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est Sophie Marinopoulos, qui dit par exemple que les acteurs culturels doivent offrir aux enfants la possibilité de grandir dans une culture du sensible, de l'esthétique, des mots, afin qu'ils puissent développer leurs capacités identificatoires, le respect d'autrui, la protection de la dignité, la reconnaissance de la différence, l'empathie, tous ces éléments qui jouent un rôle majeur dans la pacification sociale. Donc c'est vrai que cette conclusion rapportée à l'échelle du musée et de sa fameuse crise de l'attention, j'ai proposé de faire appel à une compagnie de danse contemporaine pour tisser un rapport étroit au thème de la relation, notamment parents-enfants. Et il s'agit donc, en l'occurrence, de la compagnie De Minimum. Donc cette compagnie, elle a créé des balades sensibles pour les 0-3 ans, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, à la fois une création artistique, une promenade chorégraphiée, mais qui est spécifiquement conçue pour le musée de Cluny. Donc de fait, on ne peut pas la refaire ailleurs, ce sera forcément différent. Et elle est un dispositif de médiation. Donc c'est une création qui engage le corps de manière variée et qui permet de développer des modes d'attention, d'écoute et de regard comme méthode sensible d'approche des œuvres. Donc en fait, le dispositif se fait en binôme, un parent, un enfant. Et là, 2 objectifs. Donc je renonce à la petite chose parce que ça ne marche pas. Voilà, merci beaucoup. Donc 2 objectifs. Le premier, c'est d'apprendre à regarder les œuvres par le corps, à partir de gestes représentés dans les œuvres, et en utilisant les outils de la danse. Et puis le deuxième objectif, c'est de créer au musée, face aux œuvres, l'opportunité d'une réelle interaction entre le parent et l'enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif et une création pour l'enfant, ça s'adresse vraiment à l'adulte autant qu'à l'enfant et au binôme en réalité. Et donc, grâce à un corpus restreint d'œuvres qui sont issues de la collection permanente, eh bien, chaque balade permet de créer un rapport sensible à soi, à son enfant, une attention spécifique aux postures, aux gestes, aux manières de porter un regard sur les œuvres, de se laisser aussi regarder par ces œuvres. Et donc voilà, donc les publics, eh bien, ce sont les 0-3 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, on n'est pas parti on n'a pas décliné des balades sensibles en fonction de l'âge, parce qu'effectivement, un enfant de 3 mois et de 3 ans, c'est pas du tout le même. Donc, on a créé trois balades qui se déclinent en fonction du niveau psycho et sensorimoteur de l'enfant, c'est-à-dire qu'on a une balade sensible avant la marche, donc vraiment les tout petits, une balade sensible de la marche au langage, on va dire les moyens, et puis les plus grands, du langage à l'entrée en maternelle. Mais alors, pour bien comprendre, Anne-Sophie, ce sont devant les mêmes œuvres ? Non. L'artiste propose, ou alors sinon vous avez, il y a des œuvres pour les tout petits avec une mise en balade à chaque fois différente. Donc la compagnie De Minimum, ce sont 3 danseuses en l'occurrence pour ce projet-là. En réalité, ils sont bien plus nombreux, mais pour ce projet-là, 3 danseuses, 3 balades différentes, donc 3 créations. Le corpus d'œuvres n'est pas le même, les modalités ne sont pas les mêmes, mais les objectifs sont les mêmes. Ouais. Voilà. Donc ce projet, comme je le disais, se situe vraiment entre la création chorégraphique et la médiation et conserve du champ de la danse la volonté de construire une expérience avec une danseuse et des participants. Et il devient un outil de médiation dans la mesure où les formes proposées ne valent pas pour elles-mêmes, c'est-à-dire on ne vient pas pour danser, mais précisément elles doivent, ces formes-là, permettre un retour à l'œuvre. C'est vraiment ça qui va faire médiation, ce retour à l'œuvre. Voilà. Donc je ne peux pas vous parler de la médiation sensible et des balades sensibles sans vous parler des approches, puisque l'idée est de décloisonner les formats et les approches, et donc plusieurs approches. Merci beaucoup. Une approche kinesthésique, puisque la balade sensible va impliquer le corps du parent comme celui de l'enfant, dans leur capacité donc à remodeler, je le disais, un geste ou une posture observée, et à circuler dans un espace, en l'occurrence le musée, mais circuler différemment, c'est-à-dire avec peut-être plus de liberté que ce qu'on s'autorise à faire dans des codes implicites qu'on aurait appris en bon visiteur, je ne sais pas. En tout cas, une approche kinesthésique, une approche sensorielle, puisque la vue n'est plus le seul mode d'approche, elle est même parfois abandonnée. Et donc cette approche d'ailleurs mobilise et articule d'autres sens, l'ouïe, le toucher, mais aussi des sens internes dont on parle un petit peu moins. Et puis une approche émotionnelle évidemment, parce que l'émotion produite par l'œuvre, notamment chez les enfants les plus âgés, pourrait être le point de départ d'une transmission entre participants
Et ce point-là participe à l'idée que les enfants construisent leur propre sens sur l'œuvre à partir de leurs émotions. Et être en capacité de nommer cette émotion et de la transmettre, notamment par le corps, constitue un enjeu de cette approche-là. Donc voilà pour les approches. Donc en fait, vous voyez comment les balades sensibles, en étant une création spécifique pensée par des artistes chorégraphiques, eh bien, représentent au musée un nouveau format de médiation au sein duquel l'expérience et la relation priment sur la transmission d'un savoir. Et c'est en ça que c'est sensible. Voilà. Donc, en termes de format, et pour ne pas prendre non plus trop de temps, c'est un format de 45 minutes. C'est une balade qui commence par un accueil dans le hall, par la danseuse, avec une charte d'hospitalité. Donc ça, c'est très compagnie de minimum qui chérit le thème même de la relation, et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à elle, en l'occurrence. Et la danseuse propose un petit livret qui précise aux parents les principes de la balade, ce qu'ils pourront faire, ne pas faire, ce qui est venu, et on le savait bien, bouger un petit peu les lignes du musée, c'est-à-dire oui, on peut allaiter son enfant, oui, on va pouvoir le changer un petit peu, alors, presque entre deux œuvres, j'exagère, on a un petit lieu spécial, mais voilà, c'est venu aussi changer les manières d'ouvrir le musée et de l'adapter à ce très jeune public. Exactement. Donc là, chaque balade globalement est articulée autour de 3 volets: ralentir, écouter, observer, sentir, faire et refaire. Voilà. Donc chaque danseuse après ajuste l'ordre et la proportion de chaque volet en fonction justement du niveau psycho et sensorimoteur des participants, des petits participants. La balade dure 45 minutes, et quand on arrive, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de familles ou de binômes? Eh bien, un grand maximum de 7 binômes. Victime de notre succès, il est arrivé, et c'était pas très heureux pour la danseuse, d'en accueillir 9 binômes. Et c'est vrai que le musée de Cluny, c'est certes un musée national avec des espaces qui ont été repensés puisqu'il vient de rouvrir, mais ça reste un musée qui n'a pas été construit de toutes pièces pour être un musée, comme je viens de le dire. Donc, circuler à 20 comme ça, avec des activations corporelles forcément différentes de ce qu'on y fait d'habitude, eh bien, on ne peut pas être très très nombreux. Puis je crois qu'on tient la petite jauge. C'est peut-être un effet positif aussi de cette crise, comme quoi les crises, elles sont anxiogènes et foisonnantes. Elles permettent aussi un autre regard sur les choses. Je crois que la petite jauge, c'est-à-dire un maximum de 15 personnes, ça permet aussi d'être en qualité face aux œuvres et dans un musée. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait revenir, où je crois que vous l'avez placé, sur les photos où on voit justement les différents... Voilà, et que vous nous racontiez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que là, on est devant les émotions des visages? C'est quoi l'idée? Voilà, ici, c'est une maman et son enfant dans la salle qui est consacrée à la Sainte-Chapelle de Paris, avec donc des vitraux et des sculptures du XIIIe siècle. Là, c'est une maman, donc ça n'est pas la danseuse. Et l'idée, c'est là, en l'occurrence, c'était pour les moyens, de la marche. Non, c'était vraiment pour les bébés, là, c'était avant la marche. De créer un autre état d'attention, de prendre appui sur les sensations différemment. Alors, de fait, les bébés perçoivent les couleurs, mais ne désignent pas comme les plus grands le feront. Mais c'était de créer cette rencontre. Je sais que pour les autres groupes, les 2 autres balades, pour le coup, elles passent par cette salle-là, mais il ne se passe pas forcément la même chose. Je vais y revenir. Ouais. J'ai une autre photo, si vous voulez, 2 autres. Voilà, là, c'est pour les moyens, donc de la marche au langage, Marie Barbotin, la danseuse, et devant les sculptures de Notre-Dame de Paris, et puis ici, du langage à l'entrée en maternelle, les plus grands, avec une salle qui est consacrée là à l'art roman et au premier art gothique. Donc on y reviendra, mais vous voyez, cette photo est assez parlante, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Ouais. Le groupe est invité à refaire le geste du Christ Auvergnat qui est juste derrière. Et c'est une entrée, ça fonctionne immédiatement pour faire groupe. Quoi. Enfin, je vois quand même qu'il y a une petite fille qui s'est enfermée dans la jupe de sa maman. Elle sait bien où est la sécurité. Exactement. Et pour tout vous dire, je les
les ai suivies, ces balades, et elles continuent d'ailleurs jusqu'à mi-octobre, et puis on les reprogramme en 23. Mais il m'est arrivé d'assister à des balades où les enfants vont un petit peu dans tous les sens, et moi de me dire, ah oui, mais alors s'ils vont dans tous les sens, on les perd là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, de comprendre aussi, et de faire comprendre aussi, d'ailleurs, tant aux visiteurs qu'aux gardiens, que c'est normal. Les plus jeunes visiteurs de 2 ans, ils ont besoin d'être dans une effervescence et de courir un petit peu partout avant d'être recentrés, recanalisés, en l'occurrence par, je le citais, le corps, les émotions ou encore l'imaginaire. Donc voilà. Et donc tout ça, par exemple, sous l'œil de quelqu'un qui est en plus une médiatrice, ou c'est la danseuse? Non, on a vraiment la danseuse. C'est la danseuse qui est là, ouais, d'accord. Exactement. Okay. Donc, d'un autre côté, on ne peut pas mettre en place un nouveau dispositif sans s'interroger sur sa réception. Moi, je suis convaincue, et je le porte et je le défends, que l'approche sensible des œuvres peut renouveler les formats et peut renouveler les regards. Mais d'un autre côté, il faut objectiver tout ça. Donc, dès le départ, j'ai mis en place une petite enquête. Disons qu'au verso du fameux livret d'accueil, là, la charte d'hospitalité, les parents peuvent trouver un QR code qui peuvent flasher à la fin en rentrant à la maison même, et puis répondre à une quinzaine de questions, alternance de questions ouvertes et fermées. Et je suis en train d'analyser tout doucement les réponses, mais je me laisse jusqu'à l'automne pour tout ça. Bon, vous avez quand même déjà des retours, des pistes. Tout à fait. Donc il y a des pistes à plusieurs niveaux. Donc en ce qui concerne les apprentissages, il y a des moments évidents à la fois mise en lien, de repérage, de réinvestissement et de différenciation. Donc en ce qui concerne la mise en lien, je le disais tout à l'heure sur la photo devant le Christ en croix, vous avez par exemple un enfant. Alors c'est le moment où je vais vous citer des verbatims parce que c'est assez éclairant immédiatement. Donc on a Ismaël, 2 ans et demi, qui s'écrit « Ah mais c'est comme le monsieur là-haut ». Et donc là, en termes de création de sens, on a l'expression d'un joli lien à l'œuvre. Et pour Ismaël, 2 ans, dont c'est peut-être la première visite au musée, c'est quand même plutôt chouette. Et puis, en ce qui concerne le repérage et la différenciation, devant les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris, aux couleurs particulièrement vives, les enfants repèrent les couleurs, les nomment. Et on a aussi donc des moments de repérage et de différenciation tout à fait opérants. Aussi devant le retable de Saint-Germain, donc on verra peut-être ici, où on a les partiments Kant des corps. C'est vrai qu'un musée national du Moyen-Âge, un musée dont les sculptures vont de 500 à 1500, de fait, elles ne sont pas toutes complètes, et c'est aussi intéressant de s'interroger à travers le regard des enfants sur ce qu'est le corps. Ça fait peur aussi, un petit peu, non? Et on accueille. Ça peut faire peur. Pourquoi pas? Voilà, donc, et puis en ce qui concerne le réinvestissement, par exemple, je ne peux pas ne pas vous évoquer la scène de la visitation, c'était là par exemple, où c'est la balade pour les enfants les plus grands, donc avant l'entrée en maternelle, et la danseuse demande à chaque binôme d'être en face à face et de prendre un petit peu de distance, et le parent et l'enfant ouvrent les bras, et l'un en face de l'autre, et lentement se rejoignent jusqu'à l'étreinte. Et en faisant cela, quelque part, les binômes rejouent la visitation, donc cette scène dans la Bible où la Vierge Marie, en l'occurrence, s'étreint avec sa cousine Élisabeth. Et face à ça, on a une petite fille, Sophia, 2 ans et demi, qui l'a fait pendant plus de 8 secondes dans les bras de la danseuse. Je vous avoue que pour avoir assisté à cette scène, dans le moment, c'était quand même un moment assez fort. Donc voilà, de manière générale, on peut dire que les balades, elles permettent une rencontre individuante aux œuvres. Elles permettent un rapport accru aux œuvres et aux lieux d'ailleurs. Et en fait, si je devais résumer, je dirais que les balades permettent une attention plus grande et une concentration particulière, notamment sur les sensations et les ressentis, grâce à l'accompagnement de la musique et des sons. Il y a un autre verbatim de maman qui est assez intéressant, qui dit « La balade a permis de canaliser l'attention et de répondre aux besoins d'action des petits ». La balade permet une compréhension des détails. Un autre verbatim, en faisant le geste et en décrivant au tout petit, on cherche sa signification, son caractère. J'ai aimé montrer à mon fils les positions des mains des statues en les imitant et le porter différemment selon la posture des vierges à l'enfant ou Pietà. Ça m'a permis de mieux faire attention aux détails des œuvres. Voilà.
Et puis, les balades sensibles, elles livrent une autre vision du Moyen-Âge. Une autre citation, « On a tendance à s'arrêter à la composition générale, l'esthétique et le contexte historique des œuvres. Cette approche sensible permet d'appréhender les gestes, les ambiances, les textures du Moyen-Âge. » Fin de citation. Donc, une écrasante majorité en fait, des interrogés précise que les balades permettent de voir le musée autrement. Rien que ça, c'est assez ça devient une expérience, en fait. Et est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à un public, justement, d'élargissement, que ce ne soit pas uniquement un public élitiste? Est-ce que ça pénètre, effectivement, en direction de toute la population? En fait, ça fait partie des objectifs, mais pour être tout à fait honnête, le musée a rouvert le 12 mai, 14 mai, exactement 12 mai. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce plein recul, et on sait que ce sont d'abord les habitués qui viennent, mais je veux croire, et après, encore une fois, on objectivera avec les études, mais que l'idée de s'adresser, encore une fois, différemment au public, en faisant en plus appel à ce qu'on possède tous, c'est-à-dire un corps, des émotions, des sens, il y a de fortes chances pour on soit en capacité de s'adresser à tous. Et les ados, les plus grands, dont parlait Isabelle Laveste tout à l'heure? Alors, d'autres dispositifs pour les plus grands. Pas un parcours dansant, plus râpé peut-être? Si, un atelier du corps, figurez-vous, qui est mis en place par une danseuse et chorégraphe également. Je trouve que travailler avec les artistes chorégraphiques, c'est vraiment très riche, parce que justement, de fait, le rapport au corps est complètement transformé. Donc, un atelier du corps et une visite dansée pour les adolescents. D'ailleurs, des adolescents qui sont issus de zones peut-être plus sensibles, comme on dit, éloignées de la culture en tout cas, avec un soutien en l'occurrence la Fondation Grandure pour la jeunesse, mais voilà. Donc d'autres dispositifs, d'autres adresses, mais une collaboration avec des artistes. Et un dispositif comme les balades, c'est quelque chose que vous allez faire vivre combien de temps? C'est toujours très difficile au départ de se dire je vais les faire vivre. C'est en fonction d'un succès ou d'un insuccès En tout cas, je suis convaincue qu'il est vraiment nécessaire de diversifier les approches, et que là, les balades sensibles ouvrent un champ nouveau pour le musée. Ça fait grand bien aux visiteurs, ça fait grand bien au musée. À partir du moment où on fait du bien et on facilite un rapport à l'œuvre, alors continuons, c'est sûr. Et aux personnes qui y travaillent également. Ça a changé leur regard? Ça a été difficile ou tout le monde était partie prenante? Non, je pense que on change pas les lignes, on fait pas bouger les lignes d'un musée et des habitudes comme ça. Donc c'est vrai que traditionnellement au musée, les visites conférences sont dominantes. Donc il est jamais évident de changer, de bouger des lignes. Mais il y a quand même une confiance de la direction, et ça c'est vrai que c'est précieux, rien de possible sans ça. Merci beaucoup Anne-Sophie, on peut applaudir Anne-Sophie, le musée Cluny, ça donne envie en tout cas. Je peux y aller avec mon petit-fils, parce que les miens ils sont trop grands, alors ça peut être avec le petit-fils. À vos côtés, je vous présente Delphine Audouin, je pense que vous avez peut-être discuté justement. Delphine, long parcours autour de l'enfant, très sensible à la culture, à la littérature. On connaît vos écrits dans le journal Spirale. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le lisent, de personnes qui le lisent ici. Vous êtes éducatrice socio-culturelle. Vous avez travaillé beaucoup avec les petits-enfants. Maintenant, vous êtes reparti dans une terre d'élection avec l'éducation populaire. Mais vous avez mené dans la région bordelaise, vous aussi, voilà, des expériences que vous avez appelées les samedis enchantés. Et ça m'a fait sourire intérieurement quand on a discuté avec Anne-Sophie à l'instant, ou elle à l'instant, et à l'instant aussi peut-être un petit peu, quand vous parliez de médiation n'étant pas de l'animation, je sais que ça vous fait réagir. Delphine. Oui, ça me fait réagir. Bonsoir à tous. Bonjour plutôt. Oui, ça m'a fait réagir parce que justement, quand on a échangé avec Nathalie ces derniers jours, moi je suis issue de l'animation socioculturelle et éducatrice de jeunes enfants, mais quand j'ai vécu ces expériences de médiation artistique que je vais vous décrire, peut-être que je ne savais pas que j'allais aller dans cette aventure-là de la médiation en fait. Et j'étais sur un poste d'animatrice de relais d'assistante maternelle, et que je revendiquais haut et fort comme étant
comme tu le disais, voilà, quelque chose de donner de l'âme à un lieu, de créer du lien entre les gens, entre les enfants, entre les parents, avec les assistantes maternelles et tous les professionnels qui peuvent s'occuper d'eux. Donc, en effet, cette expérience que j'ai vécue, elle est née de temps de rencontres parents-enfants qu'on voulait initier dans un pôle petite enfance. Et on avait plutôt l'habitude d'avoir des intervenants musicaux qui venaient faire de l'éveil musical de manière assez didactique. Et moi, j'y trouvais pas trop mon compte, parce que je trouvais ça un petit peu scolaire, un petit peu trop carré à mon goût. Et on m'a parlé un jour d'une musicienne artiste qui travaillait dans un lieu à Bordeaux qui s'appelle la Maison des Enfants, avec Agnès Coinet qui était l'ancienne directrice. Et donc je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait dans ce lieu-là. Et puis après on s'est rencontrés, et voilà, des fois il y a des rencontres qui infusent. Donc là, ça en a été une. Et on a décidé de mettre en place ce dispositif des samedis enchantés. L'idée, c'était de faire un samedi matin par mois, d'inviter des familles à venir dans le lieu qui était le lieu où j'accueillais les assistantes maternelles et les parents, dans le RAM. C'est un lieu pour que vous puissiez vous imaginer qui est en forme de haricot. Donc il y avait un premier espace dans lequel les parents et les enfants étaient invités à s'installer en cercle. On installait toujours, vraiment, c'était des espaces qu'on travaillait beaucoup en amont. On mettait une bonne heure, voire 1h30 à s'installer, à mettre en place tous ces dispositifs-là et à s'ancrer aussi. Voilà, tu parlais aussi de la présence tout à l'heure, c'est très important que tout soit prêt aussi pour que les parents et les enfants se sentent vraiment accueillis. Donc ça, c'est un préalable auquel on tient toujours énormément. Donc pas d'improvisation? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors ça se pense beaucoup en effet en amont. Ça se réfléchit et on essayait de transmettre le même plaisir qu'on avait pu avoir à créer ce moment de partage, en y laissant aussi toute la liberté qui s'y est insérée, parce que c'est à chaque fois différent. Même si parfois il y a un peu les mêmes familles qui venaient, vraiment chacun s'appropriait l'espace et le dispositif en fonction de l'émotion, du moment aussi, et de la journée telle qu'elle se profilait. Donc les parents arrivaient dans ce premier espace, s'installaient en rond. On y avait toujours une petite chanson. La musicienne avec laquelle je travaillais est guitariste. Donc un petit moment d'une chanson de rencontre où on se dit les prénoms, voilà, quelque chose d'un petit peu classique. Et ensuite, on invitait les enfants, les parents à partager une chanson. Donc ça permettait aussi de travailler l'interculturalité, parce que même si c'était en milieu rural, on avait quand même beaucoup d'interculturalité. Et puis, une fois qu'on a écumé la petite souris verte, les petites chansons un petit peu connues qui reviennent tout le temps, on commence à tisser un lien de confiance. Les gens échangent entre eux. Et c'est vrai qu'au début, sur les premières rencontres, c'est juste des sourires, c'est juste des regards. Et très vite, voilà, par la musique, il y a un lien qui se fait, il y a une rencontre, il y a un partage, il y a la pudeur qui lâche un petit peu. Et on a eu vraiment des moments d'échange incroyables avec des comptines venus de loin parfois, parce que c'était pas que des mamans ou des papas qui venaient avec leurs enfants, c'était aussi parfois des grands-parents ou des tatis. Alors des fois on avait toute la famille là, qui venait avec un enfant, c'était assez drôle, mais c'était vraiment le rendez-vous incontournable auquel il fallait se rendre. Et puis lorsqu'on avait passé un petit temps ensemble autour de ces chansons, on allait dans l'autre espace du haricot, dans lequel on avait installé un dispositif qui se devait d'être de toute façon différent à chaque fois. Donc, comme dispositif, par exemple, on avait installé un temps plein de tubes en carton avec qui permettaient que des boules de ping-pong ou des balles de polystyrène
traverse et tombe sur des instruments de musique. Donc on avait installé à la fois des tambours de Brahman ou des petits xylophones. Enfin voilà, on avait fait toute une installation comme ça, donc ça prenait pas mal de temps. Et c'était finalement à chaque fois différent parce qu'on se rappelait jamais d'une fois sur l'autre vraiment comment on avait fait. Donc il y avait vraiment voilà, ça passait par le corps aussi beaucoup. Ils avaient besoin et par le partage et l'échange entre le parent et son enfant, mais aussi entre les enfants et les parents qui à ce moment-là eux aussi expérimentaient le sensoriel et pouvaient se mouvoir dans l'espace, prendre un peu plus de recul pour observer leurs propres enfants, échanger avec les autres parents. Et là, la magie opérée. Enfin, moi, j'avais jamais fait de médiation artistique, mais voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces moments-là. Et on se quittait par une petite chanson et un temps de relaxation sur la fin pour se dire un au revoir, qui traîne beaucoup en fait, parce qu'à ce moment-là, on ne se quitte pas du tout. À la fin de on a besoin de s'exprimer. À la fin de cette chanson-là, voilà, des parents partent parce qu'il y a le biberon ou la purée à donner, parce qu'on sent que la faim tiraille les estomacs des tout petits. Mais c'était vraiment un moment où on œuvrait en binôme et on sentait que là, c'était fort, parce que finalement, l'artiste avec laquelle je travaillais, qui est à l'endroit de la pédagogie, était, elle, sur ce média artistique de la guitare, de la chanson. On co-créait les dispositifs. Mais moi, j'étais à l'endroit de l'accueillante. C'était des familles que souvent je connaissais par ailleurs ou que j'avais croisées, mais pas tant que ça non plus. Hein. C'était vraiment de l'accompagnement à la parentalité qu'on faisait et qui se joue du début où j'accueillais les familles pour qu'elles s'installent jusqu'à la fin. Et ça traînait parfois longtemps sur des conversations et des échanges autour de ce qui s'était passé, de ce qui pouvait être, de ce qu'on en échangeait aussi, de cet enfant qui court, qui semble perturbé, et que du coup le parent se dit mais non, vraiment pas, il faudrait qu'il reste assis là, qu'il écoute, qu'il chante, que ce soit très bien cette souris verte là, vraiment, faut qu'elle soit bien chantée, qu'on se trompe pas de mots. Et voilà, moi j'avais plutôt cette posture-là d'accompagner ça et de dire mais non, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas. L'important c'est d'être là, d'être ensemble et de vivre ce qu'il y a à vivre à ce moment-là. Alors il arrivait des fois que cette expérience soit pas forcément au bon moment pour certains enfants. Hein. C'est arrivé que des enfants soient plus fatigués que d'autres samedis et partent avec leurs parents un peu frustrés, un peu mal à l'aise. Voilà, ça s'accompagne, ça aussi. Ça arrive, ça s'accompagne aussi, hein, de dire c'est ok, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, revenez le mois prochain. Voilà. Oui, parce que les parents, vous pouvez vivre ça comme un échec et personnel et de leur enfant qui était moins que les autres. C'est ça, et ça se reprend ultérieurement, parce que des fois, sur le moment, c'est pas possible. On peut pas forcément, on n'a pas le don d'ubiquité pour accompagner le parent et le réassurer à ce moment-là sur cette émotion qui est ok, et rester avec le groupe aussi pour poursuivre et que le groupe soit pas perturbé par ce départ, parce que ça peut être interrogeant aussi. Voilà. Est-ce que vous avez les samedis enchantés, ça a perduré, peut-être même ça a perduré, ça perdure toujours. Et ça perdure toujours. Je pense qu'on a mis en place ces temps-là en 2015, je crois, quelque chose comme ça. Et ça perdure toujours. Moi, j'ai quitté mon poste entre-temps, je fais d'autres choses maintenant. Mais au début, c'était vraiment un test. On a fait ça. Oui, on avait nos petits objectifs aussi. On s'est dit, bon, on va essayer, on va bien voir. Bon, au début, il y avait 4, 5 familles, puis 10, puis 15, puis il nous est arrivé un jour, on ne fonctionnait pas du tout sur inscription. Pas du tout au départ. Et un jour, il y a vraiment une 50aine de personnes qui ont débarqué. Donc, dans une pièce de 70 mètres carrés, c'était pas très pratique. Et on s'est beaucoup interrogé, on s'est beaucoup regardé ce jour-là avec ma collègue en se disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les refuse ? Est-ce qu'on les refuse pas ? On a été obligés à un moment donné de refuser quand même du monde et de se dire bon là il faut vraiment qu'on mette en place des inscriptions pour limiter en effet voilà, une dizaine de familles, c'est largement suffisant. Il faut pouvoir garder la qualité relationnelle dans ces temps-là parce qu'il y a des choses très fines et très profondes qui se travaillent
Et les familles viennent avec leur bagage et se livrent au bout d'un moment sur leurs difficultés avec leurs enfants ou tissent des liens. Enfin, moi, j'ai vu des rencontres entre parents de milieux socioculturels tellement opposés échanger entre elles parce que des difficultés sur lesquelles elles se rejoignaient et des relations qui ont perduré par ailleurs, en fait, à l'extérieur du lieu. Et ça, c'était vraiment riche. Ça, c'était vraiment chouette. Est-ce que, au cours des années où vous avez été là, l'artiste elle-même a fait évoluer son travail, son œuvre Oui. En fonction, justement, peut-être des réactions inattendues qui se passaient ou des liens particuliers qui se passaient? Oui, parce qu'elle arrive avec son... je ne sais plus le terme qu'elle utiliserait vraiment, mais elle arrive en tout cas avec ses chansons, elle, avec ses registres, avec des chansons qu'elle renouvelle aussi. Hein. Elle a tout un pan de chansons qu'elle renouvelle. Mais elle travaille aussi avec les chansons et le patrimoine des familles. Donc vraiment, on s'appuyait beaucoup là-dessus. Et puis aujourd'hui, elle travaille avec une autre professionnelle que moi. Et c'est vraiment des temps qui se co-créent aussi dans cette rencontre-là. Donc les dispositifs ensuite qu'on créait, on avait créé une cuisine de son aussi où vraiment on installait des grandes feuilles de couleur avec des bols en inox, avec des cuillères en bois. On essayait toujours de faire qu'il y ait de l'esthétique et en même temps que les enfants puissent retrouver des objets du quotidien et des matières un peu brutes dans les explorations. Et ces espaces d'exploration-là, ils sont à co-créer avec la personne, dans le binôme, en fait. Avec l'artiste. Est-ce que vous avez cherché d'autres artistes, d'autres propositions au-delà de la musique, du chant? Oui, alors j'avais la chance de travailler dans un pôle petite enfance où on organisait une semaine d'ateliers pour les familles à la fin de l'année scolaire. Et on a travaillé avec une plasticienne qui travaillait beaucoup avec la terre. Donc on avait mis en place toute une installation dans les jardins. On avait un bel espace extérieur avec vraiment des espaces qui étaient interconnectés. C'est-à-dire que l'artiste musicienne avait installé des vasques d'eau. Il y avait des cloches plates à l'intérieur, mais aussi des pièces de céramique à l'intérieur de l'eau. Enfin, il y avait tout un jeu de reflets. Il y avait des instruments de type gong qui étaient accrochés. On avait installé aussi une tente mauritanienne sur l'espace extérieur. On avait installé aussi un vieux piano qui avait été désossé par la musicienne sur lequel, finalement, en fait, vous voyez, c'est pas piano droit, elle avait conservé uniquement la partie du sommier qu'elle avait mis au sol. Et donc, les enfants, avec des baguettes de bois et des boules de polystyrène, pouvaient s'en servir comme percussion. Voilà, il y avait plein d'îlots très différents musicaux, donc des calebasses retournées dans des vasques d'eau, on pouvait percuter avec des maillets. Donc il y avait plein d'espaces comme ça avec des rondins de bois et des boomers. Et donc il y avait ces explorations sonores qui étaient accompagnées à la fois par moi et la musicienne. Puis les enfants pouvaient aller dans un espace qui était vraiment concomitant avec la plasticienne qui, elle, proposait soit de la simple manipulation de terre avec des modelages, complètement libre, hein. Il n'y avait pas du tout de thématique particulière. On avait vraiment mis en espace, on tenait beaucoup aussi à cette mise en espace et à l'esthétique et au beau avec des matériaux naturels. On avait installé des tapis persans sous un barnum pour que ce soit assez chaleureux, même si on était en extérieur. Voilà, il y avait cette invitation spontanée à se mettre pieds nus aussi, comme on peut le voir à mille formes. C'est toujours agréable de repasser par ce sensoriel aussi pour les adultes. On se le permet moins. Et là, la plasticienne avait installé aussi des espaces avec du kaolin. Donc c'est une terre très très fine qui sert pour fabriquer la porcelaine. Et on avait installé des seaux avec de la barbotine, et donc vraiment cette terre mélangée avec beaucoup, beaucoup d'eau. Mais là, c'était particulièrement liquide. Et des plaques de mélaminé qui étaient à hauteur d'enfant,
qui permettait, avec cette barbotine très fine, de faire des dessins, comme les ardoises magiques un petit peu. Et donc là, on passait par le corps, pour les enfants, clairement. Et on passait beaucoup par le sensoriel, il faisait chaud, c'était l'été, c'était le printemps. Et là, on a vécu des expériences fabuleuses avec les familles, parce qu'on avait bien prévenu les parents qu'il ne fallait pas non plus que leurs enfants arrivent avec les vêtements du dimanche, parce qu'il allait y avoir peut-être des expériences. Et on a eu une petite fille je sais pas, elle devait avoir 18 mois, quelque chose comme ça. Elle était encore pas très à l'aise sur ses 2 pieds, sa mère a fini par la dévêtir un petit peu, parce que quand même, elle était très tachée et très mouillée, et même s'il faisait chaud, c'était pas très confortable. Et elle a fini en couche, a passé plus d'1h30 sur cet atelier, parce que vraiment, c'était tellement agréable de patauger, de mettre la main à la pâte. Voilà. Et au début, les parents qui étaient se dire ah mince quand même, mais non. Et puis il y a l'autre groupe qui arrive, donc on va quitter l'espace. Et non, on a pu vraiment permettre à certaines familles comme ça qui exploraient l'espace de rester et de poursuivre l'exploration. Jusqu'à ce que et donc, la lassitude soit là. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, il faut s'adapter aussi, pouvoir réagir, soi-même bouger à l'intérieur d'un espace sensoriel proposé aux familles, c'est ça ? Oui, il faut beaucoup accepter qu'il y a de l'impro constamment, en fait. Ouais. On prévoit un dispositif, on prévoit une installation, on met bien sûr, mais à chaque fois, il y a de l'improbable qui se glisse, et c'est ça qui est magique dans la médiation artistique. Ouais. C'est qu'à chaque fois, il y a à chaque fois, il y a des rencontres, à chaque fois, il y a du liant à des endroits où on ne le présupposait pas. Et ça, c'est très puissant, en fait. Donc, en effet, sans doute, j'avais ce rôle de médiatrice que je ne soupçonnais pas. Mais il y a ce lien qui se fait, entre nous. On est là. C'est vrai que c'est une posture... C'est une posture qui est très particulière, parce qu'on est dans l'accueil, mais on est dans l'accompagnement, mais on n'intervient surtout pas, en fait. Pas trop intrusif. Pas trop, non, jamais intrusif. Et donc on doit accompagner. On n'est pas intrusif, on est juste à peut-être dire que c'est OK d'aller dans un sens où les gens n'osent pas aller. Ou accompagner l'audace. Accompagner cet espace de liberté qui n'a plus cours, et c'est vrai que ça crée un temps suspendu qui est hyper agréable. Et moi je tenais beaucoup au samedi pour mettre en place ce genre d'atelier-là, parce que les samedis, les parents, ils sont disponibles. Ils sont tous là. Ouais. Ils sont vraiment disponibles, psychiquement et temporellement, ils sont disponibles. Et il faut qu'il y ait ça aussi. Et pour nous aussi, en tant que professionnels, pour pouvoir s'ancrer et vraiment être là et être disponible, parce que malgré tout, même si on n'est que sur cette posture d'accompagnant, ça peut être compliqué de l'expliquer à certains collègues qui n'y sont pas encore. C'est pas juste laisser faire et rien faire non plus. Et ça, on peut être, je pense que les médiatrices de 1000 formes sauraient le dire, on peut être bien fatigué à la fin d'une journée quand même d'avoir fait que ça, parce que ça demande une présence, une attention de tous les instants. Ouais, vous allez voir, elles en parlent d'ailleurs très très bien. En tout cas, on est dans la subtilité. Merci à toutes les deux. Restez là, parce que je pense que vous avez peut-être des questions ou des expériences à partager, des réactions avec ces deux exemples fort différents. Quelque chose inscrit dans une démarche d'un musée, un grand musée, et puis la pratique au quotidien, dans un espace où on accueille des enfants. Pas simplement aller dans une structure musée, mais aussi vivre dans sa pratique. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Toujours un petit peu délicat. Normalement, il y a un micro. Regardez, vous prenez le micro. Voilà. Des réactions sur ce que vous avez pu entendre. Merci. C'est gentil d'ouvrir. Bonjour. Je lance le débat. Bonjour, Sylvie Sauvignet, je travaille à la Cité du Design à Saint-Étienne. Je suis en charge de l'accueil des publics, et pour la Biennale, je forme de manière express une équipe de médiateurs pour faire les visites guidées et les ateliers durant les 4 mois de Biennale actuellement. Vous avez commencé par dire la médiation et l'animation, même combat ou pas. C'est une question que je me pose aussi beaucoup quand je forme ces étudiants
Comme j'ai pas beaucoup de temps, je leur dis qu'ils sont des médiateurs et pas des animateurs. Je suis pas tout à fait convaincue de ce que je dis parce que je pense qu'il y a des passerelles, que la médiation a changé, que la médiation, ça n'est plus seulement dispenser un savoir, un discours, etc., que c'est aussi animé de plus en plus. Et du coup, je voulais que vous développiez ce par quoi vous avez commencé. Vous avez 3 heures. Je ne pensais pas en réalité faire autant débat sur la question, puisque faire autant débat en mettant ces 2 mots-là. Mais en même temps, ce sont des expertises différentes. Et je suis d'accord avec vous que on peut tous... ça suppose une expertise particulière que d'inventer des outils pour faire médiation, et que médier suppose d'animer. Mais animer n'est pas forcément médier, en tout cas au musée, puisqu'on a des publics d'un côté, des œuvres de l'autre, et qu'il faut bien évidemment prendre appui sur la connaissance de ces publics-là, la connaissance des œuvres de l'autre, et la connaissance des dispositifs pour être en mesure de les porter jusqu'au bout. Mais il n'y a en rien une dévalorisation d'un côté ou d'un autre, mais simplement l'importance de s'arrêter sur les mots. Je disais à quel point le sensoriel était à la mode et que le sensoriel faisait partie du sensible. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un tournant sensible, ce que j'appelle moi un tournant sensible, et qu'on a raison de l'appeler comme ça, et qu'il n'y a pas que le sensoriel, mais en réalité plein de choses. De même, on pourrait aussi s'arrêter sur le mot artistique. Voilà, éveil artistique, qu'est-ce que médiation artistique? Est-ce que les publics, c'est-à-dire les cibles, sont portés par un projet artistique dès le départ? Si oui, alors on est dans l'artistique, sinon c'est autre chose. À chaque fois qu'on met en place un dispositif, c'est très important, et je crois qu'on le partage tous, de poser les bons mots aux bons endroits sans les opposer pour autant, et c'est le cas de l'animation et de la médiation. Mais c'est vraiment des expertises différentes. Delphine? Oui, moi, c'est un débat que je porte haut dans mon cœur de manière assez provocatrice, je l'admets. Parce que je suis issue de l'animation et que c'est un métier que je revendique avec plein de qualités, qui a beaucoup évolué aussi et qui est encore très mal vu et très dévalorisé à bien des égards. Et je pense que les animateurs, dans quelques secteurs qu'ils soient... s'auto-sabotent aussi en dévalorisant parfois leurs propres dispositifs. Moi, je me dirais animatrice socioculturelle ou éducatrice socioculturelle ayant fait ou faisant de la médiation. De toute façon, s'il y a 2 termes qui existent, c'est qu'évidemment, on n'y met pas les mêmes choses derrière et qu'elles ont leur contenu propre. Et en effet, bravo, parce que je pense que c'est pas facile du tout de former des médiateurs et de former à ce que ça peut être cette posture-là tout particulièrement. Vraiment. C'est pas simple parce que ça demande des vraies compétences et en même temps, il y a toujours un savoir-être derrière qui est de l'ordre du sensible, si on peut reprendre ce mot-là sans le galvauder non plus, mais c'est pas évident. C'est pas évident de faire ce glissement-là. Et ces allers-retours aussi. Mais c'est pas les mêmes outils qu'on utilise dans l'animation et dans la médiation. Même si ça se rejoint, c'est pas parallèle en tout cas. Voilà. Pour moi, c'est pas parallèle et il faut faire attention à ce que ça ne le devienne pas. Je crois qu'il y avait une réaction. Oui, bonjour. Bonjour. Pour avoir vécu plusieurs médiatisations au niveau du musée Fabre, avec Marion, avec différents dispositifs, en tous les cas, la question médiation-animation, moi je la verrai au-delà. Je pense sincèrement que ces moments de médiatisation, quel que soit le support, est un moment de transition. Alors je ne ferai pas appel à Winnicott ni à l'objet transitionnel, mais pourquoi pas. En tous les cas, c'est dans cet espace-là que la personne qui va médiatiser ou animer, là je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je ne me suis pas posé la question, en tous les cas va aider cet enfant à venir déposer ses émotions de ce qu'il vit, de ce qu'il voit à ce moment-là, entre les mains d'une personne qui est là et qui va lui faire écho à l'œuvre qu'il est en train de regarder. Et je crois que au-delà de la question d'animateur ou de médiateur, bien que je pense que médiateur est un réel métier, voilà,
Je pense que c'est en tous les cas l'occasion de créer cet espace imaginaire de créativité de l'enfant et qui va sécuriser. Alors je ne vais pas parler non plus de figure d'attachement, parce que là on irait trop loin, mais en tous les cas dans cet espace-là, je pense que le médiateur, la médiatisation devient quelque part une figure d'attachement pour que l'enfant soit sécurisé, pour qu'il crée, pour qu'il s'ouvre sur le monde et sur l'œuvre avec laquelle il est en train de dialoguer. On va peut-être inventer un troisième mot, ça va réconcilier tout le monde. D'autres réactions avant la pause? C'est intéressant que ce soit un peu suspendu, là, comme ça. Est-ce que vous avez d'autres réactions, questions? Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit dans le film, moi je me suis beaucoup nourrie effectivement des médiatrices, puisqu'elles sont au féminin, de mille formes, et on voit, voilà, elle parle bien, vous allez voir, d'un certain cadre et en même temps d'une liberté dans le cadre. On voit des médiatrices qui sont artistes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Parcours d'études, réflexion et un cadre commun à travailler avec les artistes. Donc je pense qu'on va avancer. Oui, madame, bonjour. Attendez, regardez, on va essayer de vous écouter avec le micro. On vous écoute. Oui, bonjour, moi je suis Valérie, je m'occupe de pédagogie pour les bébés dans un grand réseau de crèches. J'ai la chance d'avoir un poste où je pense pédagogie, et donc la pédagogie c'est essentiellement l'environnement. Donc moi je viens de la monde de la petite enfance, et ce que j'ai perçu plutôt à mille formes ce matin dans cette découverte, c'est que la figure d'attachement, pour reprendre, n'était pas uniquement portée par les médiatrices, mais par la mise en place du dispositif. C'était très contenant. Il y avait en soi cette enveloppe sécurisante qui est absolument nécessaire pour accueillir le parent, l'enfant ou le binôme. Mais c'était pas uniquement, la sécurité n'était pas uniquement portée par cette personne. C'était plus large que ça. Et dans cette médiation, j'entends la personne, mais j'entends aussi l'espace, l'installation qui était ce matin dans le petit espace des bébés. Pour rentrer dans l'œuvre, il y avait même des petits chemins de tissu pour permettre ce passage, par exemple, où les cadres et le contour, enfin tout est pensé aussi dans cet espace. Voilà, donc c'est ma perception très personnelle. Mais j'aime beaucoup la terminologie de... Moi, je ne viens pas du monde culturel, donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et c'était le mot sensible, en revanche, c'est quelque chose qui était facile pour nous. Voilà. Et je suis contente de cette passerelle. Merci pour votre témoignage. Ça va, d'autres réactions? Non, petite pause. Alors je vous propose une petite pause maintenant. On se retrouve une petite dizaine de minutes et on commence avec un deuxième film. Merci à vous deux, Anne-Sophie, Delphine. On peut vous applaudir. Et nous allons aller dans la médiation et c'est pratique dans un deuxième temps. À tout de suite.